Pastille ASMR. Bonjour à tous, c'est Pastille et j'espère que vous allez bien. Ce soir, je vous propose une lecture chuchotée sur cet ouvrage, L'architecture romaine de Pierre Gros. Premier volume, Les monuments publics. C'est un livre que vous avez pu découvrir
second lieu, dans des sociétés comme celle de la Rome républicaine et impériale, où le séculier ne se distingue guère du religieux, où les magistrats sont aussi des prêtres, où l'empereur et son pouvoir s'entourent très vite d'une aura sacralisante, il est abusif de séparer l'analyse des édifices cultuels de celle des édifices administratifs ou de spectacle. Rien n'est plus trompeur à cet égard que la terminologie, dont les vertus simplificatrices présentent en l'occurrence plus d'inconvénients que d'avantages. Rappelons seulement que le mot temple, qui en français, comme dans les autres langues romanes, désigne une construction religieuse, et la traduction, ou du moins la translittération du latin templum, lequel définit un espace rituellement circonscrit et orienté, et s'applique à ce titre aussi bien à une aire non bâtie, à une curie ou à un comitium qu'à un temple, au sens où nous l'entendons communément. Isoler l'objet architectural de Rome, d'Arles, d'Éphèse ou de Carthage perd une grande part de sa signification, voire de sa raison d'être. Et oui, donc encore une fois, le contexte, sinon on comprend rien. Je passe. Ensuite, il parle beaucoup de bibliographie, de toutes les études qui ont été faites sur ce sujet avant lui. Alors, et il y a ensuite qu'il doit définir qu'il doit rappeler seulement quelque chose. La ville antique n'a pas toujours eu besoin de monuments publics. Longtemps, la cité grecque, archaïque et classique, s'est contentée d'équipements élémentaires, et cette relative pauvreté architecturale n'a nui ni à sa dignité, ni à son efficacité. La présence du peuple ou de ses représentants lors des réunions politiques, au cours des grands procès, des grands spectacles ou à l'occasion des fêtes périodiques de la divinité Polyade suffisait à qualifier un lieu comme le siège d'une assemblée, d'un tribunal ou d'un théâtre, à définir un simple parcours urbain comme un circuit processionnel. Les éventuels aménagements temporaires n'avaient de sens que pour la durée de la cérémonie, et peu importait ensuite la faible représentativité du site rendu à sa nullité première. Le monument permanent, l'édifice à vocation collective, n'est pas né, comme on le croit trop souvent, des besoins concrets de la communauté,
C'est cette dialectique toujours reprise, jamais achevée, entre la recherche de la forme la mieux adaptée et l'inévitable rupture entre la forme et la fonction, qui constitue l'attrait principal et la difficulté majeure de toute analyse monumentale sur la longue durée dans le vaste monde de l'Imperium Romanum. Qui connaît un tant soit peu l'histoire de Rome sait que l'arc temporel défini est celui au cours duquel la puissance romaine se constitue et atteint sa plus haute expression. Depuis la troisième guerre samnite, 298 à 290 avant Jésus-Christ, jusqu'à la fin de la dynastie sévérienne, 235 après Jésus-Christ, l'extension continue du nomen Romanum fait que le destin de l'Ours se confond avec celui de l'Italie d'abord, puis avec celui du monde méditerranéen. Alors là il écrit Urbs, URBS avec un U majuscule, ça désigne la ville de Rome, voilà la ville concrète de Rome. Quand c'est avec un petit U, ça veut juste dire la ville, une ville. Parler au cours de ces 5 siècles d'architecture romaine ne peut donc en aucun cas signifier que nous nous limiterons aux phénomènes observables dans la seule ville de Rome. Au contraire, sans négliger le substrat étrusco-italique, ni les contributions successives des arts provinciaux, nous devrons tenter la synthèse et la périodisation de toutes les forces à l'œuvre dans l'évolution des types. C'est en fait du mélange, ou pour mieux dire de la compénétration de ces multiples apports, que naît et se développe ce qu'on peut appeler la spécificité de l'architecture romaine. Il ne s'agira donc ni de recenser les ingrédients d'un art éclectique, ni de dégager les effets d'une culture dominante sur des cultures périphériques, mais de retrouver ce qu'ont en commun dans ce monde éminemment composite, les marges et le centre, et de saisir pourquoi cette communauté dure. Les processus de formation, d'assimilation, de standardisation et de diversification des partis architecturaux sont tous, au cours de cette période, selon des dosages qui varient avec le temps, marqués par la relation dialectique qui s'instaure entre Rome et sa conquête, et d'abord entre elle et le monde gréco-oriental. Pensez l'architecture romaine au pluriel, entre guillemets, pour reprendre une heureuse formule de SC10, n'est pas seulement une nécessité imposée par les faits, mais la condition même de sa compréhension. C'est aussi le moyen de retrouver, derrière les multiples variations formelles, l'unité des fonctions et des significations dans une société où s'impose, qu'on le veuille ou non, les modes de la vie individuelle et collective diffusés par Rome. Alors c'est un langage universitaire. Et moi j'aime bien lire les introductions parce que je trouve que souvent c'est dans les introductions qu'on a les idées les plus importantes à retenir. Là on a un très gros livre, ce n'est que le premier volume. Et en fait si on passe l'introduction, et ben on n'aura qu'un catalogue de
ce que ça vous rappelle. Voilà, on va penser aux Arcs de Triomphe, on va penser au Colisée, on va penser aux ruines avec des colonnes et des arcs et des chapiteaux, aux grosses pierres. On va penser à toutes ces choses-là. Et ce sera juste. Donc en fait, dans l'introduction, on a ces grandes idées. Le fait que toute l'architecture, en fait, elle est très très variable dans toute la Méditerranée, dans toutes les époques. Mais pourtant, il y a quelque chose qui relie tout. On parle là encore d'esprit plus que de forme précise. Alors, voyons voir ce que nous apprend la première partie. Je poursuis avec ma lecture. La définition des espaces et l'articulation urbaine. Chapitre 1. Enceinte et portes urbaines. La construction d'une muraille autour d'une ville ne répond pas seulement à Rome ou dans ses colonies aux besoins de la défense et de la sécurité. C'est aussi et peut-être d'abord un geste qui s'inscrit dans la dialectique complexe de l'extérieur et de l'intérieur, de l'en-deçà et de l'au-delà. Il tend à séparer symboliquement autant qu'à délimiter concrètement. La muraille est avant tout la matérialisation d'une ligne à caractère magique, marquant le passage entre l'ours et la guerre, entre la ville et ce qui n'est pas la ville, entre les citoyens et ceux qui ne le sont pas encore, les paysans indigènes par exemple, ou ceux qui ne le sont plus, les morts. Idée romaine sur la notion d'enceinte. Les traditions légendaires relatives à la fondation de Rome et les textes législatifs de l'époque impériale s'accordent sur un point à travers les siècles. La muraille est infranchissable parce que, au sens religieux et juridique du terme, elle est intangible. Romulus tue son frère Rémus qui a voulu ignorer ce principe. Le digeste, recueil de lois du IIe siècle après Jésus-Christ, rappelle que la peine capitale est encourue par quiconque essaie de franchir une enceinte urbaine en la démolissant ou en l'escaladant. Et la parabole du bon pasteur dans l'évangile de Jean disqualifie en des termes presque identiques celui qui prétend pénétrer dans le parc des brebis autrement que par la porte. Inversement, l'entrée officielle à travers les passages autorisés dans l'aire circonscrite par l'enceinte est le seul moyen pour ceux qui n'y appartiennent pas de s'intégrer à la communauté des citoyens. De ce point de vue, l'enlèvement des Sabines est emblématique. Comme l'a récemment souligné M. Dorelli, l'épisode se situe à proximité de la limite romuléenne de la plus ancienne Rome, dans la zone de ce qui sera plus tard le Circus Maximus. Cet acte violent, qui constitue le modèle symbolique du rite nuptial, a donc lieu à l'intérieur de la ville, et celles qui en sont les victimes, les futures épouses, viennent de l'extérieur. L'opération se veut exactement symétrique des rites de passage des jeunes hommes, lesquels ne sont admis dans l'ours qu'après une période d'épreuve subie hors de l'enceinte.
Sans épiloguer ici sur la crédibilité historique du rite étrusque et la réalité de son application aux fondations coloniales, ni soulever l'épineuse question de la forme géométrique de la plus ancienne Rome, appelée par bien des auteurs Roma quadrata, c'est-à-dire Rome carrée. Nous retiendrons les définitions des mots fossa, murus et pomerium, ce dernier désignant en fait une bande de terrain située aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de la muraille et suivant le mouvement de celle-ci. Ils appartiennent au vocabulaire du droit augural autant qu'à celui de la topographie. La démarche officielle s'appuie sur le rite de l'inauguratio, c'est-à-dire de la définition religieuse de l'espace à l'intérieur duquel pourront être observés les auspices urbains. Peu importe que la muraille soit effectivement bâtie, elle existe en tant que limite effective à partir du moment où a été rituellement définie l'extension de la ville. La cérémonie décrite par Varron, le tracé du sulcus primigenius, c'est-à-dire du périmètre de la future cité, s'accompagne d'autres observances ou gestes religieux qui nous sont indiqués par des textes complémentaires de celui que nous venons de citer. Le plus important de ces gestes, pour notre propos, consiste à relever le soc de la charrue aux endroits réservés aux ouvertures de la muraille, c'est-à-dire aux portes urbaines. Cette interruption du sillon est effectivement le seul moyen de ménager des passages, faute desquels le monde intramuros serait irrémédiablement séparé du monde extramuros. Une telle définition de l'enceinte permet de comprendre plusieurs aspects principaux de son évolution. Elle nous autorise aussi, ce qui n'est pas sans importance, à avancer l'idée que même lorsque le mur en tant que construction n'est pas réalisé, il continue de jouer un rôle décisif dans l'organisation des espaces et la définition des circuits. Elle nous suggère enfin que les portes, en tant que lieux de passage, peuvent acquérir une autonomie architecturale et se développer pour leur propre compte, indépendamment des courtines qui les entourent. Cette particularité, jointe à la tendance qui s'affirme dès le début de l'Empire, à la solennisation des accès, rend souvent difficile la distinction entre portes urbaines et arcs honorifiques. Et voilà. Ensuite il parle des enceintes les plus anciennes, celles de la Rome royale et de la Rome républicaine. Là on est vraiment sur la ville de Rome en elle-même. Avec des cartes, avec des coupes archéologiques, techniques archéologiques. Le fossé, fossa,
des plantes enceintes.